RCF. Bernard Werber, bonjour. Depuis le succès de votre livre Les fourmis, vous êtes devenu l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, véritable star en Corée du Sud ou en Russie. L'ancien journaliste scientifique que vous étiez est devenu un écrivain qui n'hésite pas à faire se rencontrer la science et le paranormal, le romanesque et les questions religieuses. Alors j'aimerais pour commencer cette rencontre, Bernard Werber, savoir d'où vous vient cette incroyable curiosité, cette encyclopédie de curiosité, pour reprendre l'expression de votre encyclopédie du savoir relatif et absolu. Déjà, j'étais un enfant solitaire. Donc, étant solitaire, en gros, je me suis intéressé à tout ce qui était en dehors de l'école, de la famille et du groupe restreint d'amis. Ça veut dire la nature, les livres, les étoiles. Vous savez, soit vous êtes à fond dans le football et dans la famille et dans les bonnes notes à l'école, soit vous êtes ailleurs. Donc, moi, j'étais ailleurs. Et ça m'a amené à m'intéresser à des choses aussi étranges que les mythologies, les formes de spiritualité. Jeune déjà. Tout jeune. Les élevages de têtards, les fourmilières. Tout le monde. Les puces, même, je crois, très jeune. Ma première nouvelle était sur le thème d'une puce, mais j'ai pas fait d'élevage de puces, ou alors si je l'ai fait, c'était pas volontaire. Ce qui m'amusait, c'était en tout cas d'autres regards. En fait, ce qui m'intéressait, c'est sortir du système que proposait l'école et la famille, ce que proposait du système, on va dire. C'est pour ça que vous avez déclaré un jour, j'ai eu la chance d'avoir une enfance pas terrible, entre guillemets. Oui, parce que si j'avais eu des bonnes notes à l'école, si j'avais, si j'avais été plus sociable, si j'avais aimé, le football étant l'endroit fédérateur où se créent les groupes. Et vous n'étiez pas sportif? Non, j'étais pas sportif, et puis j'étais plutôt rêveur, bavard. Alors bavard parce que tout ce que j'apprenais, j'avais envie de le raconter. Donc ça fait rêveur, bavard, et avec une mémoire très réduite, ce qui a tout le temps été mon handicap. Donc c'est pour ça que je note tout pour ne pas oublier. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait l'encyclopédie, qui est l'endroit où c'est ma mémoire écrite. À l'école, vous étiez pas heureux, vous étiez pas un bon élève à l'école? Alors j'étais bon élève quand il y avait un professeur qui m'enthousiasmait. Il y a eu 2 ou 3 professeurs qui m'ont donné envie d'aller au cours et de m'amuser. Notamment un prof de français qui m'encourageait donc sur cette fameuse nouvelle sur les puces. Mais tous les profs qui nous demandaient le par cœur, retenir les fleuves de Pologne par cœur, retenir les dates des grandes batailles par cœur, tout ça, ça me semblait pas intéressant. D'ailleurs, quand j'ai écrit La boîte de Pandore, je dis, je suis allé voir, parce qu'on apprenait à l'époque 1515 Marignan, j'ai appris depuis que ça s'apprenait plus, mais 1515 Marignan, donc je suis allé voir qu'est-ce qui s'est passé, déjà où était Marignan. À ma grande surprise, la plupart des gens ne savent pas que Marignan c'est dans le nord de l'Italie, et qu'on a combattu des Suisses, et que cette bataille n'a servi à rien. Donc apprendre comme principale information 1515 Marignan, c'est une information inintéressante. Et intuitivement, je sentais que la sélection qui a été faite des thèmes scolaires n'était pas la bonne. Alors on va voir les vastes domaines qui vous intéressent, Bernard Werber. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos parents. D'accord. Vous n'êtes pas très heureux dans votre enfance. Par contre, je vous ai entendu rendre un hommage à votre père qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et vous disiez, il m'a légué 2 choses. Les histoires, il me racontait des histoires, et une maladie dont nous parlerons, une maladie génétique. D'abord, mes parents sont formidables, et je crois qu'on choisit ses parents avant de naître. C'est une intuition. Donc il ne faut pas leur en vouloir, et il y en a certains qui choisissent peut-être des parents très durs pour être obligés de partir de la maison. Donc moi, mes parents sont les parents que j'ai choisis et qui sont parfaits pour moi. J'ai une maman qui était prof de piano qui m'a donné envie d'être artiste, parce qu'elle a développé mon talent artiste, et d'abord dans le dessin, puis après dans la musique, et qu'elle m'a toujours dit crée, fais des choses nouvelles, fabrique des choses. Et quant à mon père, il m'a légué le goût de la lecture, de la politique, de la compréhension de l'histoire du monde. Et mon père m'a appris à marcher vite, à nager loin, et à aller là où les autres veulent pas aller.
Et sinon, mes deux parents m'ont foutu la paix quand j'ai voulu être écrivain, quand j'ai voulu être journaliste, quand j'ai échoué dans mes études de droit. Ils n'ont pas été dans « oh là là, il faut que tu recommences ». Donc rien que pour ça, je les trouve formidables. Après, il y a cet élément génétique que j'assume aussi. Mon père m'a transmis, qu'il tenait lui-même de son propre père, une maladie génétique, c'est un accident génétique qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, qui est une forme de rhumatisme qui touche les articulations et qui peu à peu soude tout le corps. Mais j'ai vécu avec cette maladie en tenant compte qu'il faut tout le temps que je bouge, et physiquement et intellectuellement, parce que le grand risque, c'est la sclérose. Ne plus bouger, ne plus pouvoir bouger. Ne plus pouvoir bouger. Parce que ça attaque surtout la colonne vertébrale. Voilà, spondylie, c'est la colonne vertébrale, arthrite ankylosante, ça porte bien son nom. C'est une découverte qui a été faite d'ailleurs par un Toulousain qui s'appelle Jean Dossé en 1979. Donc quand vous étiez enfant, vous ne saviez pas ce que vous aviez. Je ne savais pas ce que j'avais. Non, parce qu'en plus, j'arrivais pas à me tenir debout et mes parents croyaient que c'était psychologique. Donc on allait voir tous les médecins qui disaient non, il a aucun problème. Et il a fallu que Jean Dossé, c'était pas 79, c'était 69 je crois, découvre cette maladie pour que tout d'un coup je sois identifié. D'ailleurs, je plains tous les gens qui ont des maladies non identifiées, on n'en parle jamais. Vous savez, vous avez mal quelque part, mais il n'y a pas de nom. Dès le moment où vous avez une étiquette, déjà vous savez, vous connaissez votre adversaire. Donc spondylarthrite ankylosante, j'ai appris qu'on était peu nombreux à avoir ça, il n'y avait pas donc de médicaments qui avaient été trouvés. Et je me suis dit rapidement qu'il fallait... les médicaments ne me sauveraient pas, il fallait que je trouve une hygiène de vie autre. J'ai cherché, notamment en faisant plus de sport, en changeant ma nourriture, en enlevant notamment le pain et le lait, et réduisant le sucre. Je me suis dit intuitivement que ça pourrait agir sur la maladie. On vous a mis, je crois, jeune, devant un choix assez terrible. Être couché ou être assis, vous pouvez nous expliquer ça? Le médecin qui m'a expliqué ma maladie, lui-même venait de la découvrir, donc, venait d'avoir les dernières informations qui ont commencé à sortir au-dessus, m'a dit, au final de votre vie, vous serez soudé, donc soit vous voulez être soudé assis, soit vous voulez être soudé couché. C'est-à-dire, soit je vais terminer ma vie en dormant facilement en position couchée, mais par contre, pour travailler, ça va être un peu plus compliqué. Soit assis, par contre j'aurais plus de difficultés à dormir. Et dans ma tête je me suis dit je préfère être assis, quitte à dormir. Après il y avait prévu une sorte de hamac suspendu au plafond pour dormir verticalement. Toutes ces choses, toutes ces maladies sont pas connues tant qu'on n'est pas, ça ne tombe pas dessus. Mais là je suis devenu spécialiste de ma maladie, tout simplement parce que c'était ma future histoire qui était en train de m'arriver, donc je me préparais à ça. Alors là, Bernard Werber, vous avez eu la gentillesse de m'accueillir chez vous. Vous êtes déplacé rapidement pour aller me chercher un verre d'eau, je vous vois marcher, je ne vous interviewe pas couché, oui. Vous êtes assis, mais c'est moi qui vous ai demandé de vous asseoir pour l'interview. Vous en êtes où de cette maladie aujourd'hui? Elle s'est arrêtée, les crises qui m'empêchaient de me tenir debout se sont arrêtées à la sortie des fourmis. Donc, de votre livre, Les fourmis. Les fourmis en 91. À l'école, il m'est arrivé de venir à l'école avec une canne. Là, je marche en effet sans canne. Non seulement ça, je vous dirais, j'ai jamais été en aussi bonne santé. Précisément parce que j'ai inventé une discipline qui consiste à faire un déverrouillage le matin en me levant du lit, à faire du tai chi chuan, à faire de toutes sortes d'exercices. Je fais en plus, je vais en salle de sport tous les jours, 1 heure, tous les jours. Et j'ai une discipline, c'est-à-dire j'accorde énormément d'importance à mon corps pour que mon corps ne me trahisse pas. Et je conseille d'ailleurs à tous les auditeurs qui nous écoutent de faire pareil. Il y a un moment, on peut pas juste rester couché puis être assis dans son travail et revenir être couché. Il faut vraiment faire bouger toutes les articulations. Ma maladie m'a enseigné le mouvement et de prendre conscience de muscles et d'articulations que je ne connaissais pas et que j'ai étudiées. Mais Bernard Werber, vous venez de me dire, la maladie s'est arrêtée d'évoluer au moment de la sortie de votre livre Les fourmis, qui vous a fait connaître, qui a été un succès planétaire. Vous pensez qu'il y a un lien entre les deux? Oui. Entre votre vie d'écrivain qui a vraiment démarré à ce moment-là? Je vous confie un grand secret que j'ai découvert, c'est que pour soigner toutes les maladies, il faut se forcer à être heureux. Démerdez-vous quand vous voulez, mais faut être heureux. Le système fonctionne de la manière suivante. Plus vous êtes heureux, plus tout s'arrange pour vous. Et plus vous êtes malheureux,
plus tout se complique pour vous. Y compris physiquement. Y compris physiquement. Donc c'est quand j'ai échoué dans mes études de droit, mon examen de droit, que j'ai eu des crises. C'est quand j'ai eu des stress divers, parce que la perte de mon grand-père, tout ça, c'est là où j'avais les crises. Donc il y a un moment, j'ai compris, chaque fois que je suis malheureux, j'ai des crises. Donc il fallait me forcer à être heureux. Mais ce qui m'a rendu heureux, c'est de devenir écrivain, parce que c'est ma voix. Avant, quand j'étais journaliste, j'étais à côté de mes pompes. Quand j'étais étudiant en droit, j'étais à côté de mes pompes. J'étais pas sur ma voie. J'aime bien ce livre qui est le Tao Te Ching, qui est le livre de Lao Tse, qui est le livre de la voix. Et ça m'a fait comprendre une chose, c'est si ça ne va pas dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas au bon endroit et tu ne fais pas la bonne chose. Donc change d'endroit et change de chose. Je me suis intéressé à toutes les philosophies occidentales et orientales, mais ce que j'ai trouvé dans le Tao Te Ching, que j'ai trouvé intéressant, c'est cette idée d'accepter le changement. Ce qui a l'air évident, mais qui ne l'est pas tant que ça. Accepter le changement, ça veut dire considérer que quand il arrive quelque chose de nouveau, il ne faut pas se dire c'est bien ou c'est mal, il faut juste se dire comment me placer au mieux par rapport à cette chose nouvelle pour que tout aille bien et tout reste en harmonie. C'est une vision harmonieuse du monde. Ne pas avoir peur de la nouveauté, ne pas avoir peur du changement, ne pas être bloqué dans les routines et accepter que quel que soit ce qu'on fait, c'est éphémère. Donc il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas être en position dure. Cette fameuse fable de La Fontaine, du chêne et du roseau, c'est la base même de ce que j'ai compris dans le Tao Te Ching. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un recoupement entre les philosophies orientales et occidentales. Et qui a rapport avec votre maladie, qui vous rendait raide, voilà. Alors que là, vous cherchez la souplesse. Je cherche la souplesse, je fais aussi du yoga actuellement, précisément pour trouver cette souplesse, et je gagne progressivement des millimètres. Par exemple, là, depuis peu de temps, j'arrive à faire le lotus, ce que je n'arrivais jamais à faire, et je dois vous avouer, pour moi, c'est une petite victoire. Visage RCF. Bernard Werber, on vous connaît bien comme écrivain aujourd'hui, mais vous n'avez pas toujours été écrivain, vous avez été journaliste, oui. Vous avez été journaliste scientifique pendant plusieurs années, pendant 7 ans je crois, au Nouvel Observateur. Là vous avez vécu non seulement des découvertes professionnelles intéressantes, mais une réalité professionnelle dans un milieu que vous décrivez parfois et qui fait penser à une organisation proche des fourmis. Alors j'aimerais, bien qu'on parle d'abord de ce choix. On va développer les auditeurs. C'est proche des rats, et je peux vous expliquer. Plus proche des rats que des fourmis. Voilà, c'est les deux systèmes contraires. Les fourmis, c'est solidarité de tout le monde en vue des objectifs collectifs. Les rats, c'est chacun pour sa pomme et on élimine les faibles. Et au Nouvel Obs, c'était plutôt ça. C'était les rats. C'est-à-dire, c'est une société où tout le monde était chef et se bat pour avoir des postes, des privilèges, et on oublie complètement, enfin, ils oubliaient la fonction même de journalistes qui était informer les gens de ce qui est nouveau. Ils étaient juste en train de se battre pour des territoires, avoir plus de pages pour faire leurs éditoriaux, pour passer des copains. Donc j'ai découvert un système de type, comment dire, je ne vais pas dire mafieux parce que en politique, presque toutes les entreprises fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des chefs qui mettent toute leur énergie à se maintenir chefs, mais qui ont complètement oublié la fonction même du groupe. Alors, on ne voit qu'à l'intérieur. C'est comme si vous allez dans un restaurant, vous voyez les plats qui arrivent, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les cuisines. Donc là, tout d'un coup, je découvrais ce qui se passe dans les cuisines. Et dans les cuisines, c'est qu'ils s'en foutent complètement des plats servis. Et ça tombe bien parce que les lecteurs clients, eux, ne sont pas difficiles, ils mangent tout. Vous ne réglez pas vos comptes avec le Nouvel Obs qui vous a renvoyé il y a longtemps. Enfin, alors attendez, c'est pas ça. On était dans les années 90. Là, oui, je suis parti en 90. J'ai découvert le milieu de l'entreprise, au-delà de l'Obs, parce que j'ai vu qu'il y a d'autres entreprises qui fonctionnent pareil. Et moi, j'étais au service société, j'avais comme chef une personne qui n'avait pas le bac, qui n'avait jamais écrit un article et qui ne faisait que maintenir du stress dans le groupe. On était 20 journalistes et donc tout n'était que politique. Donc je fuyais le plus possible mon bureau pour être en reportage sur le terrain, en train de faire des interviews, en train de découvrir des laboratoires, en train de voir des expériences. Ce qui m'intéressait, c'est la science. J'étais journaliste scientifique, donc je m'intéressais à la science. Mais seulement ça ne servait à rien, parce que si je faisais un article et que je ne faisais pas un minimum de politique, on dirait qu'il ne passait pas. Donc je travaillais pour rien. Et c'est assez frustrant. Mais j'ai découvert une loi qui s'appelle la loi de Parkinson, qui veut qu'une entreprise finalement rejette tous les éléments dynamiques,
sous-payés pour les remplacer par des incompétents surpayés. Et cette loi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, quand j'ai été sélectionné comme finaliste du prix Moom du meilleur journaliste de France, il y a eu un groupe de journalistes qui s'est uni pour me faire virer. Et je me suis laissé virer parce que je me suis dit, si ça se passe, c'est que c'est pas ma place. C'est quoi? C'est une forme de jalousie? Alors, en fait, je vous dirais, c'est des restes des hommes préhistoriques qui se battaient pour des territoires de chasse. C'est resté en nous l'homme qui considère que si l'autre a quelque chose, il faut lui piquer, il faut lui prendre pour avoir plus, et donc c'est rapport de force. C'était épuisant. C'est pas, nous en science, on était 3, en limite on était épargnés, parce que les autres journalistes s'intéressant pas à la science et ne comprenant rien à la science, considéraient que c'est leur truc. On était les professeurs d'un bus, mais de voir toute cette violence psychologique, de voir, il y en avait quand même beaucoup qui étaient au bord de la crise de nerfs. Et quand on arrivait dans la rédaction, il y avait vraiment un climat de stress général. Cette loi de Parkinson dont vous avez parlé, c'est aussi une loi de l'incompétence. On dit que c'est la loi de l'incompétence. Ah non, la loi de Peters, ce qui amène les gens à leur niveau d'incompétence, et là ils se stabilisent. Mais là, ma chef, par exemple, elle était au-delà d'incompétence, c'est-à-dire elle n'y connaissait rien au journalisme, et c'est elle qui décidait de ce qui paraissait dans la rubrique Société du Nouvel Obs. Et je me rappelle, elle barrait n'importe où dans l'article pour que l'article ne veuille plus rien dire. Mais c'est un cas particulier ou c'était développé dans l'entreprise? Alors, dans un cas particulier à notre service, non, c'était général dans tous les services. Oui, mais nous, on avait une particulièrement gratinée, précisément parce qu'elle était incompétente, elle crée d'autant plus de stress pour qu'on ne s'en aperçoive pas. Vous savez, c'est un peu comme, par exemple, la Corée du Nord. Le type, il n'est pas spécialement intelligent, c'est un petit gros narcissique, pervers narcissique, ça, mais il va faire arrêter les gens, il va faire beaucoup de violence, comme ça il dit, ok, je suis peut-être incompétent, mais je peux vous créer la terreur. Donc maintenant vous devez me respecter. C'était un peu ce système. Mais comme je vous disais, par exemple, ma compagne, elle a vécu à la SNCF, elle avait exactement le même prototype de chef. Donc je crois que c'est le système humain, donc c'est pas spécifique au Nouvel Obs, qui veut que quand l'entreprise grandit, elle finit par placer des petits chefs méchants qui gênent tout le monde, et malgré tout, ça a l'air de convenir à l'ensemble du système. Alors Bernard, je reviens sur la correction que vous avez faite à ma remarque. C'est pas un fonctionnement de fourmi, c'est un fonctionnement de rat. Oui. Ça. Oui, parce que les fourmis montrent un système, alors contrairement à l'idée qu'on a, c'est que la reine, en fait, ne sert qu'à pondre, c'est un système où chacun fait ce qu'il veut. C'est une société, moi j'appelle ça la démocratie des bonnes idées, à savoir, tous ceux qui ont des idées les proposent, ils sont jugés que sur la qualité de leurs idées et pas sur leur passif, ou sur leur diplôme, ou sur leur forme, ou s'ils sont grands et s'ils sont petits, ils sont juste, on regarde l'idée. Et moi, ça me semble un idéal pour la société humaine, c'est-à-dire on juge les gens sur ce qu'ils font et non pas sur comment ils sont habillés, d'où ils viennent, depuis combien de temps ils sont dans l'entreprise, est-ce qu'ils sont amis avec tel ou tel. Voilà. Pour moi, c'est un idéal. Ensuite, dans la société fourmi, il y a un jabot social, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième estomac qui sert à nourrir ceux qui en ont besoin, donc nourrir les pauvres, donc c'est un animal naturellement charitable, et il y a l'idée qu'il faut toujours aider les faibles, à savoir quand il y a une bataille, il y a des soldats qui vont aller se sacrifier pour sauver les blessés, et il va y avoir toujours cette idée, ce qui est important c'est la réussite de tous et pas la réussite personnelle. Et chez les rats, c'est le plus fort tue le plus faible, on tue les malades, on tue les vieux, les enfants qui semblent un peu fragiles sont tués par leur propre père, la mère essaie de les défendre, donc c'est un système capitaliste, fasciste, hard, voilà. Et les fourmis, c'est un système de solidarité, générosité, soft. Ça n'empêche pas de faire la guerre pour les fourmis, mais en tout cas, entre elles, elles se veulent du bien, contrairement aux rats. Bernard Werber,
Vous nous avez raconté les déboires que vous avez eus dans votre travail de journaliste au Nouvel Obs. Vous avez été viré, vous vous êtes retrouvé au chômage pendant 1 an. Est-ce que ça vous a rendu service ? Sur le coup, je l'ai mal vécu. D'ailleurs, j'ai refait des crises de spondylarthrite ankylosante. Il y a eu 1 an de traversée du désert, mais je crois que tout être humain a une période de traversée du désert à avoir pour pouvoir comprendre. On ne peut pas arriver sur l'autoroute de la vie, réussir partout et puis aller vers la gloire, la richesse et la renommée et puis mourir célèbre. Ce schéma n'existe pas. Il faut s'en prendre un peu plein la figure pour comprendre des choses. Parce que il faut misère pour avoir cœur, comme disait un poète. Il faut des épreuves pour nous révéler, pour mieux nous connaître. Donc quand il y a eu la procédure de licenciement sans aucune raison, il y avait en même temps une procédure d'engagement, parce que j'avais un statut de pigiste permanent, même si j'avais mon bureau, je travaillais avec une zone de travail complètement normale, mais ils m'avaient toujours pas fait un contrat, un CDI. Donc tout d'un coup, ils sont mis à vouloir m'engager. La direction, le patron du Nouvel Obs voulait m'engager, alors que les sous-rédacteurs en chef voulaient me virer. Et donc j'ai dit, je ne fais plus rien. Enfin, je continue à faire mon travail de journaliste, mais en tout cas, je ne fais pas de politique, et que le meilleur gagne. Et maintenant, ceux qui ont gagné, c'est en effet le rédacteur en chef contre le patron. Enfin, pas contre le patron, c'était genre, lui, il voulait juste la paix. Hein. Ouais. Mais en tout cas, il avait lancé le processus. On va pas rentrer dans tout l'analyse de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en lisant votre vie, ce que j'ai découvert, c'est que c'est à ce moment-là que vous avez pu écrire vraiment Les Fourmis. Alors que vous aviez commencé très tôt. J'ai commencé à écrire à 16 ans, et donc là, j'avais 29 ans. Et j'ai eu 1 an en tout cas pour améliorer la technique du suspense. Ma grande découverte après avoir été licencié du Nouvel Obs, ça a été le mécanisme du tourner de page. Je me suis dit, il faut que la lecture du livre devienne addictive. Pour que la lecture du livre soit addictive, il faut créer des mécanismes de relance permanente qui fassent que les gens soient toujours surpris. Et c'est ça que j'ai vraiment travaillé sur cette année sabbatique de chômage. Mais en fait, je vais vous dire quand même une chose, je l'ai pas bien vécu dans la mesure où je ne savais pas que j'allais devenir écrivain. Et écrivain célèbre. Voilà. Vous ne savez pas que Les Fourmis allaient séduire. Je voulais juste être publié. J'ai jamais voulu être écrivain de best-seller ni écrivain célèbre. C'est mon éditeur qui s'est dit, tiens, lui, il a un potentiel. Mais moi, je voulais juste être publié. Mais Bernard Werber, sincèrement, le sujet des fourmis, qui s'intéresse aux fourmis? Enfin, avant l'apparition de votre livre, c'est, à part quelques passionnés de nature, très peu de gens s'intéressent aux fourmis. J'ai choisi ce sujet précisément parce que personne s'y intéresse. Et je me suis dit, je vais essayer de rendre ce sujet particulièrement ardu, passionnant. Donc c'était un challenge. Mais j'aurais pu prendre les poireaux, j'aurais pu prendre les moustiques, j'aurais pu prendre les cafards. Mais ça a quand même été lié à une rencontre professionnelle, non? Avec le professeur Leroux, je crois, qui vous a fait découvrir les fourmis quand vous étiez journaliste, non, c'est plus compliqué que ça. À 16 ans, quand j'ai commencé à écrire les fourmis, c'était une rencontre avec les fourmis tout court. Mais il s'avère que vers 22 ans, quand j'étais en école de journalisme, il y a eu encore un prix, c'est toujours les prix qui me font toujours avancer. Des prix, Et j'avais proposé, c'était le prix de la meilleure idée de reportage, et j'avais proposé de partir en Afrique, étudier les fourmis maniants, mangeuses d'hommes, donc les fourmis carnivores. Et donc j'ai gagné ce prix, et ils m'ont offert le billet pour aller en Côte d'Ivoire, et là j'ai suivi les colonnes de fourmis maniants avec le professeur Leroux. Bernard Werber, on vous connaît bien pour ce livre, Les Fourmis, mais aussi pour le livre que vous sortez actuellement, Sa Majesté des chats, où vous vous intéressez aux chats et aux rats. Vous êtes intéressé aux dauphins, vous intéressez beaucoup aux animaux, et moi je me suis demandé si derrière finalement tous ces animaux, c'était pas l'homme qui vous intéressait le plus. Ah oui, mais ce qui m'intéresse, c'est sortir du regard humain pour parler de l'humain. Tant que nous parlons, tant que c'est des humains qui à hauteur d'humains parlent, donc c'est-à-dire là je vous regarde dans les yeux, donc on a une hauteur à peu près de 1,50 m pour voir le monde, on y parle de la même manière, et on finit par dire les mêmes choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui se ressemblent, qui sont des copies d'autres livres qui racontent les mêmes choses.
Donc moi je me suis dit déjà en changeant l'angle de prise de vue, comme pour un film, en mettant la caméra dans l'infiniment petit avec l'objectif macro pour voir les petites choses, ou en regardant le point de vue des anges dans l'Empire des Anges, ou en regardant le point de vue d'un chat qui a une autre hauteur, on va voir autre chose. Mais cette chose, en effet, c'est nous. Le questionnement de tous mes livres, c'est qui suis-je? Qui sont ces êtres humains qui sont autour de moi? Quel est le sens de notre civilisation? Quel est le sens de l'évolution, notamment de la vie? Pour moi, la grande aventure, c'est l'aventure de la vie qui va à la vie complexe, puis à l'intelligence, puis à la dernière aventure importante qui est la conscience. Mais pourquoi passer par les animaux plutôt que de travailler comme Sapiens, par exemple, pour s'intéresser vraiment directement à l'homme et à son histoire? Parce que les animaux ne sont pas des humains, donc ils proposent un système d'analyse complètement exotique. Là, par exemple, mon livre sur les chats que vous évoquiez m'a été inspiré par l'attentat du Bataclan. Sur le Bataclan, il y avait une émotion très très forte, palpable, même dans la rue, on sentait le troupeau a été blessé. Voilà. Et je me suis dit, il faut sortir du troupeau pour parler du troupeau humain. Et le troupeau a été blessé. Tiens, imaginons qu'un animal ne faisant pas partie du troupeau, un chat, qui vit avec les humains, qui peut voir peut-être aux actualités, il peut voir à BFM avec toutes les scènes choquantes qu'on va voir, qu'est-ce qu'il en pense? Sachant qu'il n'est pas lui-même concerné, vu qu'il n'est pas de cette espèce. Et c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, il pourrait se dire, si les humains en sont arrivés à ce niveau de violence et d'autodestruction, c'est peut-être qu'ils sont finis et que c'est à nous de prendre le relais. Bernard Werber, vous avez déclaré un jour, le but de notre vie, c'est de savoir qui nous sommes. Oui, c'est vaste phrase, vous n'êtes pas le premier à le dire, je pense qu'il y a quelques philosophes il y a très longtemps qui nous ont dit la même chose dans ce fameux connais-toi toi-même. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, mais comment faire pour se connaître? Alors moi, déjà j'écris. Ça vous aide à mieux vous connaître? Et puis je fais des interviews, comme j'en fais un maintenant, ça m'aide à mieux me connaître. Et puis je fais une autobiographie, comme je suis en train. L'une des choses qui m'a le plus aidé à mieux me connaître, c'est l'écriture de La Boîte de Pandore, donc mon livre précédent, dans lequel je parle des vies antérieures. Et pour l'écriture de ce livre, donc j'ai appris l'hypnose régressive, je l'ai pratiquée, et j'ai retrouvé 5 de mes vies antérieures, ou j'ai eu l'impression de retrouver 5 de mes vies antérieures. Toujours est-il que ça m'a énormément donné de perspectives sur ma propre vie. Donc déjà, cette idée que tout ce qui m'arrive, je l'ai choisi avant, par rapport à la vie précédente, c'est-à-dire dans la vie précédente, il me manquait des choses, je me suis dit, la prochaine vie, je veux ça. Ça, c'est complètement en lien avec ce que les orientaux, notamment les hindous et les bouddhistes, appellent la loi karmique. Oui, mais dans le christianisme, il y a quand même Lazare qui renaît d'entre les morts, et puis Jésus-Christ est censé revenir. On appelle ça plus une résurrection qu'une réincarnation. C'est quelqu'un de mort qui revient. C'est un retour à la vie. Voilà. Mais c'est pas une deuxième vie ou une autre existence après la mort. J'ai trouvé dans le judaïsme et dans un christianisme un peu plus ésotérique des références. Chaque fois, j'essaie de trouver des choses très anciennes avant que ça devienne des normes. Et il semble qu'il y a des points communs quand même avec cette notion de réincarnation, mais même dans le chamanisme, c'est pas seulement le bouddhisme, c'est pas seulement les orientaux qui ont cette idée de réincarnation. Cette idée que l'esprit survit et passe de corps en corps. D'existence en existence. Voilà. Mais sur cette terre. Alors sur cette terre, ça c'est une autre question. Je pense que moi j'ai repéré, en faisant de l'hypnose régressive, où j'ai eu l'impression de repérer 5 de mes vies sur cette terre, mais peut-être que j'ai fait des petits tours entre-temps ailleurs, je n'en aurai jamais l'information. J'aime bien chaque fois que vous parlez, Bernard Werber, de la réincarnation, je vous ai entendu à plusieurs reprises, vous en parlez pas comme d'une croyance, vous dites pas je crois à la réincarnation, vous dites j'ai fait cette expérience, mais en même temps je ne sais pas si ça existe vraiment. Exactement. Et comment vous faites pour tenir les deux? C'est-à-dire en avoir fait l'expérience, vous me dites j'ai fait l'expérience de mes 5 vies antérieures, et en même temps je ne sais même pas si je l'ai vraiment vécu. Je vais préciser cette notion de faire l'expérience. Je ferme les yeux, je visualise un couloir avec des portes, je fais un souhait de visiter une vie, par exemple, où j'ai appris beaucoup de choses, où j'ai beaucoup voyagé. À ce moment-là, une porte s'éclaire, j'ouvre la porte, et là, je me retrouve dans un endroit. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est mon imagination? Surtout une riche imagination comme la vôtre. Ouais. Alors, je ne pourrai jamais vous le prouver. Je ne suis même pas sûr moi-même que j'ai réellement vécu ça. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est les détails. Plus j'ai de détails,
plus il me semble que ces informations doivent bien venir de quelque part. Et notamment quand j'ai des détails que je ne savais pas avant de me retrouver là-bas. Par exemple, j'ai eu une vie de samouraï que j'ai revécue. J'ai découvert plein de détails du quotidien de la vie d'un samouraï que j'ai vérifié après avoir fait l'expérience. Je suis allé découvrir comment vivaient les samouraïs et j'ai pu voir que c'était ça. Or, ça n'était dans aucun livre que j'avais lu précédemment. Mais même ma vie de femme de harem en 300 avant Jésus-Christ en Égypte, pareil, les ressentis sont tellement précis que c'est troublant. Mais je ne pourrais jamais dire j'y crois. Je ne suis pas dans la croyance. C'est ça qui m'intéresse. Comment faites-vous pour à la fois vivre ces expériences qui vous questionnent, qui vous bouleversent, voire même qui influent votre vie d'aujourd'hui, exact, et de dire mais je ne vais pas affirmer que la réincarnation existe? Parce que je suis sûr de rien. Justement, peut-être parce que j'ai une formation de journaliste scientifique, je sais que même en science, on est sûr de rien. Même une phrase comme la vitesse de la lumière on peut pas aller au-delà de la vitesse de la lumière, eh ben, il suffit de poser une lampe de poche sur un train, a priori la vitesse des photons de la lampe de poche s'ajoute à la vitesse du train, donc on peut aller un peu plus vite. De même que la Terre est ronde, qui a l'air une vérité scientifique, ben, en fait elle n'est pas platoïde, elle n'est pas complètement sphérique. Toute information scientifique va être améliorée, voire contredite dans les années suivantes. Donc la science n'est pas fiable, la religion n'est pas, étant irrationnelle, elle n'est pas contestable, mais elle n'est pas prouvable. Personne ne pourra dire, écoutez, j'ai vu Dieu, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. D'ailleurs, j'ai ramené une petite vidéo où on me voit bien en train de discuter avec Dieu. Donc, tant que les prêtres ne peuvent pas avoir la vidéo et ramener les informations, on est de l'ordre de l'intuition très forte, exactement similaire à celle que j'ai dans ma vie de samouraï ou ma vie de femme de harem. C'est juste une impression, une intuition forte. Maintenant, ce que je regrette, c'est que des gens rentrent dans attendez, c'est pas une intuition, c'est une vérité, et tous ceux qui n'y croient pas, ils ont tort. Là, on rentre dans une fermeture. Donc c'est pour ça que jamais je m'autoriserai à dire, je vous garantis que la réincarnation existe. Peut-être que ça n'existe pas et que c'est juste des rêves que j'ai faits, et voilà. Mais par contre, je fais un spectacle dans lequel j'invite les gens à faire cette expérience. Et c'est pour ça que vous n'aimez pas les certitudes, en fait. Pour vous, il n'y a pas de certitude. Il y a juste des connaissances relatives. Oui. Qui vont peut-être changer avec des nouvelles données, des nouvelles découvertes. Oui, ben voilà, tout est changement, mais on a le droit d'avoir des intuitions. Une personne qui a l'intuition de l'existence de Dieu, je la respecte complètement. Une personne qui a la sensation qu'il y a une énergie d'amour autour d'elle, je la respecte complètement. Maintenant, de là à dire Dieu, c'est mon copain, il est avec moi et il m'indique tout ce que je dois vous dire, ça m'a l'air aller un peu loin. C'est pour ça que vous faites une différence entre les religions et la spiritualité. Oui, mais vous pouvez nous expliquer là, d'abord il y a des formes de spiritualité à la religion. Et moi j'ai rencontré des prêtres chrétiens, j'ai rencontré des prêtres bouddhistes, des prêtres juifs qui étaient de très haute spiritualité et qui recoupaient mes recherches. Mais le problème c'est qu'à un moment la religion s'est mêlée de politique. On voit des pays comme l'Iran dans lesquels ce sont des religieux qui règnent et dès le moment où ils sont installés, ben, il y a la police religieuse qui interdit aux femmes de montrer leurs mollets, qui donne des coups aux gens aux couples qui se tiennent par la main. Donc on rentre dans un mélange qui me semble très dangereux de la religion et de la politique, surtout qu'en plus, par exemple sur le cas de l'Iran, ce sont de très mauvais politiciens, ils gèrent très mal l'économie. En fait, ces prêtres mettent tout l'argent dans leur poche, le détournent, ils sont complètement corrompus. Donc je ne sais pas quelle est la morale de leur Dieu. Bernard, vous pouvez quand même pas limiter la religion à ces données perverties, on va dire. Il y a beaucoup de religions sur la Terre qui véhiculent cette spiritualité dont vous parlez. C'est pour ça que j'ai fait une différence entre celles qui véhiculent la spiritualité et celles qui n'en véhiculent pas. Mais le message de toutes les religions devrait être un message d'amour. Pour moi, Jésus-Christ, c'est un type qui, quand même, a dit aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et l'amour est le début et l'alpha et l'oméga de tout le système. Après, qu'au nom de l'amour, il y ait des gens qui aillent tuer d'autres personnes, il me semble que le message a été un peu dévoyé. D'ailleurs, j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait le cri du poisson, dans laquelle j'imaginais que Jésus-Christ revenait de nos jours et regardait notre monde tel qu'il est, et il le commentait avec ses valeurs de l'époque. Et il regardait aussi la religion chrétienne, il regardait les autres religions, et il rappelait son vrai message d'origine à tous ceux qui l'ont oublié ou déformé, ou qui s'en revendiquent
sans même en avoir compris le sens. Mais cette notion d'amour est vraiment très difficile à comprendre, mais c'est très important de se fixer cet objectif. Parce que l'amour est ce qui nous permet de ne plus être en violence avec le monde. Si vous mettez à aimer même la nature, si vous aimez les fourmis ou les chats, vous êtes dans une vibration qui n'est pas pareille que le moment où vous voyez la nature, vous vous dites tiens, voilà un arbre, je vais l'abattre, ça va me faire un joli feu, tiens, voilà un lapin, je vais le tuer, ça va me faire un repas. C'est-à-dire ce rapport de domination de l'homme par rapport à tout ce qui l'entoure, que ce soit les autres hommes, voire les femmes, voire la nature, c'est une erreur. C'est-à-dire quand on fait violence à la nature va nous faire violence. Là, j'avais écrit La troisième humanité qui raconte comment la Terre nous perçoit, et elle nous perçoit comme des êtres parasites qui aspirent son sang noir, donc le pétrole, et qui n'ont pas pris conscience qu'elle était vivante et ne lui disent pas merci. C'est-à-dire des êtres qui sont juste dans un égoïsme, on veut consommer, on veut avoir des belles télévisions, on veut avoir des beaux ordinateurs, on s'en fiche du prix à payer écologique. Et voilà, je crois que cette notion d'harmonie et d'amour, des mots qui ont été très utilisés mais qui n'ont pas été intégrés parce qu'on les a dévoyés, c'est la clé de tout. Et tout à l'heure, Bernard Werber, nous disions que le but de notre vie, c'était de savoir qui nous sommes. En tant que participant à cette énergie idéale d'amour et d'harmonie. Oui, où est notre place pour aider cette énergie à diffuser. Et est-ce qu'au cœur de ce que nous sommes ne se situe pas cet amour dont vous venez de parler? Alors, il faut aller suffisamment profondément en soi pour retrouver cette étincelle de base. J'aime bien cette chanson de Pink Floyd, Shine on your crazy diamond, fais briller ton diamant intérieur. Donc déjà, il faut prendre conscience qu'on a un diamant intérieur. Ensuite, il faut le faire briller. Et puis, il faut malgré tout se défendre. C'est-à-dire, je ne suis pas pour un monde gnangnan, béni oui oui, où tout le monde s'aime. Et il y a des gens réellement dangereux, nocifs, qui veulent détruire la civilisation, qui sont dans une énergie de haine et de racisme. Et il ne faut pas dire, oh là là, on va tous s'aimer, donc il faut résister et il faut se défendre. Ce que font les chats dans votre roman contre les rats. Ils attaquent. Exactement. Ils se battent. Tous les êtres qui arrivent sur Terre ont des ennemis. Tous les êtres qui arrivent sur Terre ont des défis, ont des épreuves. Il ne faut pas croire que ça va être facile. Au contraire, je pense que les forces de l'obscurantisme sont de plus en plus fortes. Je pense que il y a de plus en plus de dangers que notre civilisation s'effondre. Et il faut en même temps se bouger les fesses pour arriver à la défendre et ne pas être dans une naïveté ridicule au nom de... inadapté en tout cas à la situation, au nom de grands principes d'amour, se laisser tuer, et au nom de grands principes d'harmonie, en fait, ne rien faire. Bernard Werber, l'écrivain que vous êtes, a été journaliste scientifique, on l'a dit tout à l'heure. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que, avec votre réflexion d'un journaliste scientifique, vous vous êtes très tôt intéressé aussi à tout ce qui est paranormal. Oui. Et on sait combien en France, c'est pas évident, il y a toujours une séparation entre les scientifiques et puis ceux qui s'intéressent au paranormal, qui sont vus un peu comme des gens bizarres, qui étudient le pouvoir des médiums, les expériences de mort imminente, les anges gardiens. Vous êtes même intéressé beaucoup aux anges gardiens ou à la réincarnation. Qu'est-ce qui fait que vous, avec, je dirais, votre structure mentale scientifique, vous vous intéressez aussi à tous ces phénomènes paranormaux?
Ben écoutez, la science-fiction est née avec Jules Verne. Et Jules Verne, à l'époque, c'était les machines. On pensait qu'on allait être sauvé par les machines, donc c'était l'industrie, les sous-marins, les fusées, tout ça. Ce rêve de Jules Verne est devenu une réalité. On est allé sur la Lune, les sous-marins, on les maîtrise. Et maintenant, on s'aperçoit qu'avec les machines, on a autant d'inconvénients que d'avantages. Il y a de nouveaux dangers qui apparaissent et les gens ne sont pas forcément plus heureux. C'est-à-dire, ils ne prennent pas conscience que maintenant qu'on a dans leur vie quotidienne, maintenant qu'on a des sous-marins et des fusées, la vie va être formidable. Donc, la nouvelle frontière à explorer n'est pas que technologique. Il faut évidemment connaître la technologie. En tant que journaliste scientifique, évidemment, je me suis intéressé à toutes les nouveautés et à toutes les innovations. Mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme, la fameuse phrase de Rabelais est la clé. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un ordinateur extraordinaire si on l'utilise pour programmer juste des publicités ou des messages de haine. Il y a un moment, il faut comprendre des choses, comment décrire ça, qui ont à voir, c'est pas l'irrationnel, avec la prise de conscience. Je cherche des mots, tous ces mots ont été tellement utilisés, j'essaie de trouver avec la maîtrise de son propre esprit en vue d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. C'est tellement... En fait, j'aimerais projeter ma pensée pour que les gens... Mettre des mots, c'est déjà réduire l'expérience. Comment dire ? Trouver le bonheur dans une forme d'adéquation entre ce qu'on est et ce que le monde autour de nous est. Et une fois qu'on a trouvé ça, agir de la manière la plus efficiente pour exprimer ce qu'on est et en même temps aider l'ensemble de la vie et du système à s'améliorer. Évoluer. On va prendre un exemple. Vous êtes intéressé, vous avez écrit sur les anges gardiens. Oui. Okay. Ça, c'est pas scientifique du tout. Non. On l'associe plus à une croyance religieuse. Oui. Alors vous, comment vous abordez l'approche des anges gardiens avec votre pensée ? C'est très simple. Un jour, il y a une amie qui s'appelle Marie-Pierre Planchon, qui fait la météo marine sur France Inter, qui m'a offert une rencontre avec une médium. Et j'étais très sceptique, parce que à la base, je suis toujours sceptique. Il n'y a pas de raison que je sois mystique. C'est le réflexe scientifique, ça. Voilà, le réflexe scientifique. Après, c'est essayer de me convaincre. Et ce qu'elle m'a raconté était tellement extraordinaire et tellement sympa. Je suis parti avec un super sourire, alors que j'étais un peu déprimé avant de venir. Et je me suis dit, bon, ok, l'hypothèse ange gardien est hyper cool et elle me convient. Donc, je vais en tenir compte. En tenir compte, ça veut dire que quand il m'arrive un truc bien, je lève la tête et je dis merci là-haut. Voilà. Maintenant, si j'ai un ange gardien, il m'entend. S'il n'y a pas d'ange gardien, de toute façon, ça ne va pas me créer de problème de dire merci. Donc, je suis entré dans un processus, après cette rencontre avec cette médium qui s'appelait Monique Parent-Bacan, qui est de remerciement en levant ma tête chaque fois qu'il m'arrive un truc de bien. Et puis d'être un peu plus attentif aux signes. Je considère que mon ange, de temps en temps, il m'indique ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, et c'est à moi d'être vigilant. Donc ça a un peu changé ma vie. Je ne pourrai jamais vérifier si j'ai réellement un ange gardien, mais dès le moment où j'ai pris l'hypothèse qu'il y en avait un et que je vis avec, ma vie me semble plus cool. Mais là, Bernard, on est dans une croyance. C'est une forme de croyance. Non, parce que je ne pourrais pas le certifier. La croyance, c'est quand on dit « j'en suis sûr ». Moi, je dis, il me semble que, voilà. Et ça me fait du bien de vivre avec mon ange gardien. Ça me fait du bien de vivre avec l'idée que j'ai un ange gardien qui me donne un coup de main. Et c'est pour ça que j'ai écrit l'Empire des anges. Et je crois que c'est l'un de mes plus grands succès. Précisément parce que je crois que les gens ont besoin de se sentir aidés par des forces invisibles. Après, que ce soit vrai ou pas vrai, ça change quoi? Il y a qu'au moment où on mourra, on le saura. Alors, Bernard Werber, vous pensez que aujourd'hui, le domaine scientifique est trop fermé à ce domaine paranormal. Je vois, il y a par exemple l'INRES, je sais que vous êtes assez proche de l'INRES, qui essaye de faire se rencontrer des scientifiques et puis des médiums, des guérisseurs. Vous pensez qu'on doit creuser, qu'on doit travailler dans cette voie-là, ou que ne pas mélanger les deux, quoi? Soyons scientifiques ou alors soyons dans le paranormal. Je crois qu'on a deux hémisphères cérébraux, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Il y en a un qui est l'hémisphère gauche qui est rationnel, qui est donc scientifique, sérieux, et il y en a un qui est l'hémisphère droit, qui est poète et spiritualiste, on va dire. Nous avons deux hémisphères. Si on se coupe de l'un des deux, c'est-à-dire si on n'est que mystique, on rate quelque chose, et si on n'est que scientifique, on rate quelque chose. Donc il y a une zone dans notre cerveau qu'on appelle le corps calleux dans lequel ça circule. Moi j'essaie de faire le corps calleux, en tout cas dans mon travail, à savoir créer des ponts
entre les deux domaines. Maintenant, il faut savoir que dans les deux domaines, il y a des crétins. C'est-à-dire qu'il y a des crétins scientifiques fermés qui veulent rien voir parce que c'est pas ce qu'ils ont appris dans leur université et qu'ils veulent pas en bouger et qu'ils sont avec leur diplôme et leur médaille et qu'ils ont l'impression qu'on remet en cause leur pouvoir. Et puis il y a des crétins mystiques qui abusent de la naïveté des gens pour les manipuler, pour leur prendre de l'argent ou pour en prendre le contrôle. Donc dans les deux camps, il y a des mauvais et dans les deux camps, il y a des bons. Et dans les scientifiques, moi, par exemple, j'ai rencontré Hubert Reeves, qui est un type complètement ouvert vers la spiritualité. Et quand on lit Einstein dit Dieu ne joue pas au dé, mais il y a une réflexion sur Dieu. Et il y a un message d'amour dans Einstein, précisément, avec cette phrase « tout est relatif », qui est « ne jugez pas », qui rejoint ne jugez pas, parce que les choses changent et que selon l'endroit et selon le point de vue, eh ben, les choses sont pas pareilles. Mais qui rejoint le message de Jésus-Christ, qui dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ça veut dire, attendez, qui êtes-vous pour pouvoir dire ça c'est vrai, ça c'est faux, cette personne est bien, cette personne n'est pas bien. C'est relatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de truc fermé. Il n'y a pas de vérité définitive arrêtée une fois pour toutes. Voilà, exactement. Et quand on parlait de la réincarnation et des anges gardiens, eh ben, au moment où on mourra, on verra bien, est-ce que vous êtes accueillis par vos ancêtres, est-ce que vous êtes jugé pour votre vie, est-ce que vous pouvez choisir vos parents, toutes ces hypothèses que j'ai émises dans mes livres, ben, vous les vérifierez, mais bon, évidemment, vous ne pourrez pas dire, Bernard, on a vérifié, c'est comme dans l'Empire des Anges et Thénatonote, en effet, on arrive, on est accueilli par nos parents décédés. Voilà. Alors justement, vous, Bernard Werber, vous avez quel rapport à la mort ? Depuis que j'ai écrit les Thénatonotes, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'y vais tout le temps avec la peur de mourir. Mais la peur de mourir, pour une raison, c'est la peur de ne pas accomplir ce que je dois accomplir parce que je suis arrêté en plein élan. Ne pas avoir le temps d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu sur la Terre. Voilà, c'est ça mon angoisse. C'est pas juste priver la planète de mon existence. Je suis un humain parmi 8 milliards, je n'ai pas plus d'intérêt que d'autres. Mais par contre, j'ai ce potentiel de mettre en scène des idées, des concepts philosophiques, spirituels, scientifiques, de les mélanger d'une certaine manière. Et ça me semble intéressant parce que les autres ne le font pas. Et donc rien que pour ça, j'ai envie de vivre longtemps. Et ma propre disparition me semble dommage. Maintenant, quand j'ai écrit les Thénatonotes, je me suis auto-convaincu que si je meurs, c'est que ça doit arriver. Et que c'est votre heure. Ouais, ça voilà. Je me suis convaincu que le scénario de ma vie était plus ou moins écrit et que le dernier chapitre, il arrivera au moment où il doit arriver, et ça se peut que je me fasse écraser dans la rue en sortant tout à l'heure, ça se peut qu'il y ait un terroriste qui arrive et qui nous tire dessus, eh ben ça veut dire que le film s'arrête. Après, on n'a pas à juger, bien ou mal, j'espère ne pas souffrir dans les dernières secondes de ma vie, et j'espère surtout mourir avec un sourire. Ce qui m'a l'air l'idéal que je peux souhaiter à tout être humain, c'est au moment où ça finit, avoir le sentiment qu'on a fait ce qu'on a pu, qu'on a eu une belle vie, et que maintenant on est prêt à partir et que tout va bien. Visage, Thierry Lyonnais. Finalement, vous écoutant Bernard Werber là, depuis un petit moment dans cet échange, je me demande, est-ce que vous pouvez essayer de nous préciser ce qui est votre mission d'écrivain sur cette terre ? Comment vous le formuleriez, vous, aujourd'hui ? Ma mission d'écrivain... Auprès de ces millions de lecteurs, parce que vous avez vendu, je sais combien de millions, on dit 60 millions, 80 millions, je ne compte pas. Vous ne comptez plus les millions de livres. Mais bon, vous êtes traduit en plus d'une trentaine de langues. Donc, quelle est votre mission auprès de ces millions de lecteurs qui vous lisent ? Je crois que chacun dans nos noms, on a une information. En tout cas, moi, je veux y croire. Donc, mon nom étant Werber, je me suis dit, ça doit avoir un rapport avec... les réverbères. Et les réverbères... non, pas du tout. Werber... Ça vient de quoi, Werber ? Ça veut dire, je crois en allemand, qui fait de la publicité. C'est-à-dire, c'est les gens qui font de la... qui font de la publicité. J'ai pas trouvé... Un Werberung, c'est un publiciste. Mais ça vient de l'allemand. Je dois avoir des origines très lointaines des pays de l'Est. Et... Werber, moi j'aime bien cette idée de réverbère, c'est-à-dire je ne suis pas la lumière, mais j'essaie de la diffuser. Donc mon travail est un travail de vulgarisateur scientifique, ce que je faisais déjà au Nouvel Obs, à savoir faire découvrir des sciences et des technologies ou des zones inconnues à des gens, aux lecteurs. Je le poursuis dans mon travail romanesque,
Et j'essaie d'ouvrir le maximum de perspectives, c'est-à-dire que les gens sortent de leurs petits problèmes locaux pour qu'ils puissent regarder dans le temps et dans l'espace comment ça se resitue. Dans Troisième Humanité, j'ai essayé de montrer comment pourrait évoluer toute l'humanité, toute l'espèce humaine. Rien que de se poser cette question, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais se poser cette question, ça ouvre cette perspective un peu comme si on montait sur une montagne et qu'on regardait le plus loin possible. Oui, mais Bernard Werber, c'est ce que font les écrivains de science-fiction. Ils n'y mettent pas toujours une dimension spirituelle. Vous, on a l'impression qu'il y a toujours une dimension spirituelle. Voilà, c'est ma touche personnelle. Parce que j'en viens à cette idée, c'est que il y a un moment, si on n'a pas de spiritualité, notre vie est un peu pauvre. Et elle perd du sens. Vous voyez, le matin, je me lève, je fais une méditation de 3 minutes, comme se laver les dents. Ça consiste juste à fermer les yeux, me rappeler que je suis vivant, que je vais passer une journée supplémentaire sur une planète que je trouve extraordinaire, que j'ai la chance d'être un humain capable en plus d'agir et de faire ce qui lui plaît. Je suis en fait, dans cette méditation, je suis dans une zone de remerciement. Je crois à la force de la reconnaissance. Remercier ses parents d'être nés, remercier la nature de nous avoir produits, remercier mes lecteurs de me permettre de faire le métier qui me plaît. Et si on est juste dans la science-fiction avec des fusées, des extraterrestres et des rayons laser, on est juste dans du western, ça ne présente aucun intérêt. La vraie spiritualité consiste à se poser des questions philosophiques qui sont d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous. Vous avez déclaré un jour, Bernard Werber, nous nous définissons par nos projets personnels. Oui. Votre projet personnel, votre... Alors, mon projet personnel est très très ambitieux. Sur le principe, si tu vises la Lune, tu feras déjà un petit chemin. Sauver l'humanité. L'une des méthodes, des moyens que je vois pour sauver l'humanité, c'est créer un vaisseau spatial comme dans le Papillon des étoiles, afin de faire une arche de Noé, afin de quitter la planète et coloniser une autre planète. Ça, c'est une période intermédiaire. Et entre le moment où j'arriverai à faire ce vaisseau spatial et maintenant, pour l'instant, je décris ce que pourraient être des projets visant à arranger les choses. Ici, sur cette terre. Et dans cette époque, oui. Ce qui est marrant, c'est que je me dis que moi, je vais mourir un jour, mais cette interview va rester, et donc des gens l'entendront. Ils diront, tiens, à l'époque, il racontait ça, et je ne sais pas si ça aura du sens. Mais quand je dis faire un vaisseau spatial, je pense que je ne pourrais pas le faire moi. Par contre, en lançant l'idée, en le décrivant, donc c'est un vaisseau de type voile solaire à propulsion photonique, en le décrivant, je donne la possibilité à quelqu'un d'autre, plus tard, de faire un petit pas, lui aussi, pour avancer vers cette idée, jusqu'à ce que ça existe. C'est marrant, Bernard Werber, vous avez de la suite dans les idées, parce que je crois que le petit garçon de 5 ans, c'était des vaisseaux spatiaux qu'il dessinait déjà. Oui. Tout petit, vous êtes resté le petit garçon de 5 ans qui avait le désir de s'échapper quelque part de cette terre. Voilà qui confirme aussi l'idée de réincarnation. Pour que j'ai cette idée de vaisseau spatial alors que je suis enfant, c'est assez surprenant. Alors quand j'ai rencontré ma médium, Monique Parambacan, elle m'a sorti ça comme ça. Moi j'aime les jolies histoires. Elle m'a dit, vous avez fait partie de l'équipe qui est venue coloniser la Terre, mais vous veniez d'une autre planète. Et c'est aussi l'une des raisons pour lequel j'ai écrit Le Papillon des étoiles. Je me suis dit, tiens, imaginons que je lance un projet de colonisation d'une autre planète en dehors de la Terre. Et voilà. Et après, l'imagination, là, a fait le reste. Une dernière question, Bernard Werber, avant de nous séparer. L'énorme question que je pose souvent à la fin de cet entretien. Aujourd'hui, pour l'homme que vous êtes, quel est le sens de notre existence? Pourquoi? De l'humanité? De l'humanité. Qu'est-ce qui donne sens à la présence des humains sur cette terre? Ma réponse va être simple, l'aventure de la conscience. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre la découverte, surtout notre génération, la découverte du pouvoir de l'esprit sur la matière, mais aussi du pouvoir de l'esprit sur le temps. Vous lancez comme dernière question quelque chose qui est un peu complexe. Alors, je vous parle, comment parler de cette intuition? La conscience. Voilà, par exemple, j'ai visité un abattoir, j'ai pris conscience que je ne devais pas manger de viande. C'est une expérience directe et une prise de conscience. Bon, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a compris qu'il valait mieux arrêter de faire la guerre. Chaque fois, il y a une expérience, en général douloureuse, qui fait qu'on comprend quelque chose qu'on n'avait pas compris avant. Et l'idéal, c'est de l'apprendre à nos enfants pour qu'eux n'aient plus besoin de faire cette expérience douloureuse. Donc,
je crois que l'humanité, la vie, tout ça font l'expérience de monter en niveau de conscience, monter en complexité pour ne plus avoir de violence et construire un monde harmonieux. Difficile à répondre plus clairement à votre question. J'ai envie d'envoyer télépathiquement ma pensée à travers votre radio pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Je crois qu'on comprenne qui pourra. Les gens qui ont déjà fait ce petit chemin vont comprendre ce que je veux dire. Les autres vont se dire, bon, il délire. Illuminé. Illuminé, j'aime bien cette idée. Beau, ça veut dire que j'ai de la lumière à l'intérieur. Oui. Merci beaucoup Bernard Werber. Merci à vous. Je renvoie non seulement à la réécoute de cette émission en podcast, mais je renvoie aussi à tous vos livres, et notamment à ce dernier livre que vous publiez, Sa Majesté des Chats, aux éditions Albin Michel. Merci de votre accueil. Merci à vous. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.